Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 85. Placidum Regnum. De retour de leurs vacances en Ibérie, autour de 541-542, les deux frères Clotacar et Childebert rentrent tranquillement dans leurs royaumes respectifs de Soissons et de Paris. Tandis que quelque part dans le nord, à Trèves, Cologne ou peut-être Reims, leur neveu Théodebert continue de s'embrouiller à distance avec Byzance. Dans les années 40, c'est le calme qui fait enfin son retour dans le Regnum Francorum. Plus de guerre extérieure ou fratricide, plus de meurtres brutals ou de mariages forcés. Plus de grands coups d'éclat ou d'anecdotes marrantes chez Grégoire et les autres. C'est la déprime chez les chroniqueurs, qui n'ont plus rien de croustillant à nous raconter. Soit que les épisodes spectaculaires du moment n'arrivent plus à leurs oreilles, et que, comme Grégoire, ils jugent plus intéressant de nous parler du dernier miracle de Saint-Bidule à Trifouilly, dans le Puy-de-Dôme, que d'une nouvelle guerre aux confins du royaume. Ou peut-être parce qu'effectivement, il ne se passe rien de bien folichon, et que les rois du Regnum sont juste occupés à gérer leur immense domaine. Une activité moins fun et moins bling-bling que celle des épisodes précédents, mais qui, vous imaginez bien, a énormément d'importance. Le silence relatif des chroniques à partir des années 40 signifie probablement qu'une fois les opérations extérieures en Ibérie ou en Italie du Nord mises sur pause, les souverains ont dû reprendre leur rôle premier, c'est-à-dire de régner tout bêtement. Childebert construit ses églises, Théodebert envoie ses lettres diplomatiques et Clotacar s'occupe de ses rentrées fiscales, puisque Grégoire va le décrire un peu plus tard comme le spécialiste des levées de taxes injustes. En résumé, une succession de tâches relatives à la gestion de leur domaine royal. Alors, c'est sûr, elles n'ont pas le caractère épique des épisodes précédents, mais elles constituent sans doute la véritable occupation quotidienne des souverains au VIe siècle. Déjà, entre les guerres et les expéditions des années 20 et 30, et encore plus à partir des années 40, quand la situation internationale se calme. D'ailleurs, ce serait caricatural que de réduire l'un ou l'autre des trois rois à un seul aspect particulier le caractérisant. La diplomatie, la politique religieuse ou fiscale. Non, à la vérité, c'est tous les rois du Regnum qui assument dès le VIe siècle la quasi-totalité de ce que l'on appellerait aujourd'hui les pouvoirs régaliens d'un État. Évidemment, Théodebert va laisser sa trace dans les textes comme chef militaire avec ses guerres d'Italie racontées par les Byzantins. Mais Clotacar et Childebert sont actifs eux aussi sous ce rapport-là, malgré le manque de détails sur leurs exploits en Burgondie ou en Ibérie. Et même si les chroniques insistent sur l'amour de la bagarre du brillant, rien ne prouve que le fils de Théodoric le Fourbe ait été bien supérieur à ses oncles en tant que stratège politique ou organisateur d'expéditions militaires. Inversement, il ne faut pas croire que Théodebert ne s'intéresse pas, lui, aux questions religieuses. Grégoire, qui est né dans son royaume autour de 538, passe d'ailleurs son temps à lui rendre hommage. Il faut dire qu'après la campagne de destruction massive de 534 exécutée par son papa, Théodebert a su reconstruire la province avec le clergé, financer des églises et des monastères et tout faire pour se mettre les ecclésiastiques dans la poche. On apprend même qu'il donne une énorme somme d'or à l'évêque de Verdun pour l'aider à relancer le commerce de la ville et alléger la souffrance des pauvres. Un grand nombre d'actions pieuses donc au bénéfice de l'Église qui ne peut que satisfaire les chroniqueurs, tous ecclésiastiques ou presque. Comme pour les deux autres rois, Théodebert a compris, au-delà de ses propres convictions religieuses, que de bien s'entendre avec les évêques
est la clé pour faire marcher son royaume en favorisant leur pouvoir et leur enrichissement en échange de leur soutien. On dispose même d'une belle lettre d'un évêque du Sud nommé Aurélien, possiblement de cette terre italienne, et datée des années 40, qui, tout en flattant son nouveau roi le brillant, tient à lui rappeler que même choisi par Dieu, il a quand même des devoirs terrestres à accomplir dans son rôle de protecteur du royaume. Un exemple parfait du dialogue ininterrompu et du marchandage plus ou moins soutenu entre le roi et les ecclésiastiques. Et ça, c'est sans parler de l'activité diplomatique, qui ne se limite pas aux lettres pour Byzance, et qui est tout aussi vivace chez les deux oncles, même si eux ne vont pas jusqu'à directement défier l'empereur avec des pièces d'or à leur nom à ce stade. Et évidemment, on ne revient pas sur la gestion du domaine royal ou de la collecte d'impôts, aspect critique de tous les règnes. Grégoire racontera même qu'un fonctionnaire royal va créer une émeute urbaine en 548 à Trèves en cédant à l'étrange lubie d'essayer de prélever des impôts directs sur les francs. Oui, enfin, lubie ou pas, à mon avis, comme toutes les guerres du monde, sauf celle où tu arrives à piller l'ennemi sur la durée, la guerre d'Italie n'a pas dû se faire gratuitement. Et trouver de l'argent pour se payer des mercenaires a vite dû être nécessaire. Surtout si les évêques ne voulaient pas que leur ville crache encore plus pour le trésor royal. Une sacrée ironie quand même pour les Mérovingiens. Autant en mal d'or que l'étaient leurs ancêtres germains, tentant de passer le limès pour se remplir les poches. En attendant, si j'extrapole un peu ce que tu dis, faut-il comprendre que les Mérovingiens étaient bien pourvus qu'il s'agisse de la santé des armées, des affaires étrangères ou des finances. Et heureusement que Charlemagne n'a pas encore inventé l'école. Sinon, on se surprendrait à se demander s'il n'avait pas un ministère de l'Éducation nationale avec des cours de lancer de Francisque en guise de PS. Mais plus sérieusement, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette pause administrative des années 40? Alors encore une fois, c'est toujours un peu dangereux que de commenter sur l'absence de traces directes. Mais le plus probable est qu'effectivement, les Mérovingiens disposaient d'une bonne administration. Car c'est clair, les narrations épiques de Grégoire ou les récits de guerre comme ceux de Procope ne s'arrêtent que très rarement sur les questions administratives barbantes. Mais les États mérovingiens, puisqu'on a un royaume avec plusieurs rois, devaient aussi être pilotés, même si ça ne correspond pas à l'image d'Épinal du roi barbare sauvage et mal dégrossi. Rappelez-vous, un roi mérovingien est le successeur des empereurs et des gouverneurs de provinces romains. Il gère une administration centrale, il établit des comptes publics, il décide des dépenses d'État, il envoie des représentants territoriaux en mission, comme n'importe quel autre chef d'État. Tout ça dans un royaume disposant d'un code législatif écrit pour chaque région. En tout cas sur le papyrus. Car en réalité, il doit surtout tenter de faire marcher son royaume, avec une administration forcément réduite en taille, qui négocie avec les pouvoirs locaux pour arriver à ses fins, plutôt qu'en pilotant absolument tout centralement avec une armée de fonctionnaires. Ce qui, en soi, n'est pas très différent de ce que l'Empire romain tardif faisait déjà, avec quand même un degré plus faible d'uniformité du droit et des procédures dès lors que l'Empire romain a éclaté au 5e siècle. Le palais, s'il faut l'appeler comme ça, n'est donc pas un lieu physique, type château fort ou résidence luxueuse, mais plutôt une collection de villas, de résidences de campagne au bord des villes, idéales pour la chasse et à proximité des grands centres urbains. Là, une petite cour entoure le roi, l'assiste dans la direction du royaume et surveille son trésor qu'il a forcément à portée de main. Comme ses archives d'ailleurs, s'il en a, ce qui est moins sûr. Des officiers civils ou militaires qui font marcher la machine fiscale et administrative et des puissants, des leudes ou des aristocrates qui forment l'entourage proche du roi et qui peuvent gérer les missions les plus variées, qu'elles soient diplomatiques, militaires ou autres. Un roi et une cour donc, qui transitent de villa en villa, tous situés dans sa région capitale, puisque chaque roi a une zone à lui, centrée sur le cœur du royaume, entre la Loire et la Meuse, d'où il commande la totalité de son territoire. Que ce soit très directement pour les régions proches, ou avec une énorme autonomie pour les duchés périphériques ou les sous-royaumes associés. Car il ne faut pas se tromper, la légitimité des souverains mérovingiens ne tient pas seulement dans leur contrôle de la force militaire ou de leur aura religieuse depuis qu'ils ont décidé à partir de Clovis d'exercer le pouvoir comme les souverains très chrétiens du royaume. Non, leur souveraineté tient aussi à leur contrôle de l'État et de la fonction publique qu'ils ont repris des mains des Romains, de leur maintien des lois,
des taxes et de l'administration du royaume au sens large. 3 légitimités donc. Militaire, religieuse et administrative. Légitimités qui se combinent pour faire d'eux les maîtres du royaume. Et oui, on est bien loin de l'absolutisme qui arrivera dans pas mal de siècles. Mais on comprend que les rois utilisent tous les leviers disponibles au VIe siècle pour solidifier leur pouvoir et contrôler le pays et ses habitants. Et on peut aussi admettre qu'à partir du moment où les relations avec Byzance se tendent et que les pratiques de l'administration romaine se délitent un peu, les rois vont s'investir de plus en plus dans leur rôle religieux pour retrouver d'un côté ce qu'ils perdent de l'autre. C'est un peu les vases de Soissons communicants, en quelque sorte. Ce qui explique les dizaines et dizaines de conciles d'évêques organisés dans le Regnum au VIe siècle. Des grands-messes où les rois rassemblent leurs évêques pour s'imposer comme le champion de la mise en bon ordre de la marche spirituelle de leur royaume. Est-ce que j'ai bien compris, Xavier? Oui, c'est clair. Et on compte plus de 60 conciles dans le Regnum, organisés entre le VIe et le VIIe siècle, avec une majorité au VIe. Des conciles qui ressemblent étrangement à celui de 511 organisé par Clovis à la fin de sa vie. C'est-à-dire rassemblant pas mal d'évêques du Regnum, mais jamais tous. Rassemblés par ordre royal dans une ville importante du pays. Alors, même si celui de 533 réunissait les 3 rois et touchait le Regnum dans son ensemble, celui de 535 à Clermont concerne seulement les États du brillant Théodebert, par exemple, après la pacification de l'Auvergne. Avant que le très pieux Childebert n'en réunisse 2 d'affilée sur ses terres d'Orléans en 538 et en 541. Clotacar le Futé, lui, apparemment, n'a jamais eu ni le temps ni l'envie de gérer ce genre d'affaires et n'en organisera aucun, se disant peut-être que sa famille était déjà sur le coup et qu'il n'avait pas besoin d'en rajouter. Pourtant, on voit mal pourquoi ces temps forts ne l'intéresseraient pas, parce que pour ce qui est de l'ordre du jour, on traite encore et toujours des mêmes questions générales de la bonne marche de la chrétienté dans le Regnum, ce qui, inévitablement, concerne tout autant le roi que les évêques. Des problèmes de discipline et d'organisation des congrégations religieuses, des gestions de propriété ecclésiastique de plus en plus conséquentes, des règles sur les principes d'élection, aux charges et aux responsabilités. Autant de questions qui touchent d'abord les évêques, c'est sûr, mais qui ne sont pas sans conséquence sur la bonne marche politique du royaume. La portée des décisions des conciles est telle que c'est seulement avec l'autorisation du roi et sous sa surveillance qu'ils peuvent se tenir en réalité. Même si les évêques qui se rassemblent et s'accordent sur les décisions ne répondent pas devant lui et ne lui sont pas officiellement soumis, aucun roi ne laisse ce genre de réunion se tenir sans qu'il en soit le gardien. Ce qui montre bien, s'il était nécessaire, que la séparation des pouvoirs, comme on dit aujourd'hui, n'est pas aussi claire que ça, entre politique et religion, et cela dès le VIe siècle. Ces conciles sont d'ailleurs censés être des conciles spécifiques à chaque royaume. Mais on peut imaginer que d'une manière ou d'une autre, les décisions finissaient par aller plutôt dans la même direction. Et que par conséquent, ces grandes messes permettent surtout d'aligner un peu tout le Regnum dans un même mouvement d'organisation de la religion officielle. Mais je comprends pas. Les gars avaient visiblement découvert la réunionite. Et c'est probable qu'ils se tapaient un bon gueuleton à chaque occasion. Mais en dehors de ces réjouissances, quelles étaient exactement les décisions qu'ils prenaient? Quand on relit avec attention les décisions de ces assemblées successives, décisions qu'on appelle canons d'ailleurs, il semble qu'on débatte toujours un peu des mêmes questions et qu'on apporte toujours un peu les mêmes solutions d'ailleurs. Un peu comme si les problématiques étaient trop profondes pour qu'un seul concile à Clermont ou à Orléans puisse solutionner ce qui apparaît comme de véritables questions de société au VIe siècle. Alors, on n'y parle pas trop du dogme ou des contours de la foi dans ces réunions. Les grands débats du IVe et du Ve siècle autour de l'arianisme et des autres dénominations semblent être terminés à l'Ouest. Et si le monophysisme et le nestorianisme vous intéressent, on vous encourage à aller voir chez les Grecs, de Byzance bien sûr, ou sur Wikipédia. Et vous vous rendrez compte à quel point il faut être sophistiqué pour se déchirer sur ce genre de sujet. Mais il n'y a pas trop de débat côté Ouest. Les conciles réaffirment l'alignement sur l'orthodoxie nicéenne et guère plus. Ni Clovis ni ses descendants n'ont vraiment intérêt à encourager ou à tolérer la moindre différence subtile d'interprétation de la Trinité, qui ne peut créer que du désordre comme on l'a vu depuis 2 siècles à l'Est. Non, pendant les conciles,
on en reste à des thématiques plus concrètes autour de la vie de l'Église dans le Regnum, les problèmes du terrain, comme on dirait de nos jours. D'abord, on traite de la discipline dans l'Église et comment s'assurer que les ecclésiastiques marchent tous dans le droit chemin. Pour faire court, que leur morale sexuelle et financière soit irréprochable, ou plus probablement, si la question est débattue à longueur de concile, qu'elle le devienne pour de bon. Et puis on traite aussi de la question de l'esclavage, qui sans être interdite formellement, est rendue de plus en plus contraignante au fur et à mesure que la pratique devient choquante culturellement, particulièrement avec d'autres chrétiens. Par contre, on commence aussi à prendre des mesures plus restrictives contre ceux qu'on appellerait aujourd'hui les minorités, les femmes, les juifs et autres païens. Autant de groupes qu'on tente de cantonner aux places très inférieures qui seront les leurs dans les siècles à venir. Des catégories entières de la population, particulièrement maltraitées au fil des conciles, qui met en place une politique progressive de marginalisation de ces groupes pour imposer une société dominée par un machisme strictement nicéen. Par exemple, les femmes se voient peu à peu empêchées d'être sacrées Mais diaconesses. d'un autre côté, c'est plutôt correct de pas les traiter dicunes. Non, mais non, Romain, diaconesses, c'est-à-dire d'avoir un rôle officiel au service de l'évêque ou de la communauté religieuse, ce qui accélère leur relégation loin des leviers du pouvoir religieux. Quant aux Juifs, on leur fait interdiction de partager des repas avec des chrétiens, de faire des mariages mixtes ou de célébrer le sabbat. En gros, on décide de pourrir la vie d'hommes et de femmes qui vivaient paisiblement en Gaule bien avant l'arrivée des Germains, en dénonçant leur soi-disant influence pernicieuse sur le bon peuple. Du grand n'importe quoi donc, mais qui va perdurer pendant des siècles. Et évidemment, pour couronner le tout, la condamnation du paganisme, qu'on cherche à éradiquer jusqu'à ses dernières traces, devient absolue, avec peine de mort garantie pour tout culte aux dieux païens, de même que pour de simples serments faits aux dieux ou sur la tête d'un animal par exemple. En gros, l'Église se structure et commence à installer un bon vieux cadre sexiste, machiste et totalement intolérant, qui n'était pas forcément présent chez les premiers chrétiens avant Constantin, mais qui va s'imposer comme la nouvelle norme. Mais soyons honnêtes, ça ne serait pas juste de dire que ce sont les Mérovingiens qui ont inventé tout ça. Ça venait aussi en grande partie de l'Empire romain, et cela reflétait les mentalités de l'époque. Mais, au fil des conciles d'évêques du VIe siècle, cela commence à se cristalliser pour de bon dans le Regnum, avec les mêmes tendances émergentes autour de la Méditerranée, puisque c'est un mouvement de fond de la société. Mais bon, après 10 ou 12 conciles entre les années 511 et les années 40, qu'ils aient lieu à Clermont, à Orléans ou à Lyon, on a dû commencer à bien faire le tour de la question, non? En tout cas, c'est vrai qu'après une série presque continue de conciles, en 24, 27, 29, 33, 35, 38 et 41, donc à peu près tous les 2 ou 3 ans, d'un bout à l'autre du Regnum, une pause semble s'établir jusqu'aux années 50. Est-ce que ça s'explique par les gros événements qui se déclenchent dans les années 40? Probablement pas. C'est sûrement une coïncidence. Mais pourtant, 2 décès retentissants vont venir bouleverser la dynamique dans le Regnum Francorum des dernières années. Alors, le premier est assez attendu d'une certaine manière. Autour de 545, c'est la reine-mère, Sainte Crodéchilde, femme du grand Clovis, qui décède à l'âge de 70 ans, ce qui, pour le haut Moyen-Âge, est une très belle performance. Soyons honnêtes, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas parlé de la matriarche du royaume, et tout semble indiquer qu'on l'avait effectivement un peu oubliée depuis 15 ans, à la mort des 2 petits princes et son exil semi-volontaire en Touraine. Loin du pouvoir et de ses décisions, seul avec quelques servantes dans son monastère aux portes de Tours, tout le monde s'était satisfait de la mise à la retraite anticipée de la reine-mère, occupée à de bonnes œuvres selon Grégoire. Crodéchilde tire donc sa révérence et commence ainsi sa marche rapide vers la sainteté grâce à sa bonne biographie Sandwich où la dernière tranche de pain miraculeuse va effacer à peu près toutes ces manœuvres pas très ragoûtantes des années 510-520 lorsqu'elle est plongée dans les décisions politiques. Ses 2 fils survivants, Clotacar et Childebert, ne vont tout de même pas faire les ingrats avec celle qui leur a probablement sauvé la vie dans les années 10 en participant à l'accord politique derrière la partition propre du Regnum. Ils vont donc se retrouver à nouveau pour accompagner le convoi funèbre qui ramène la sainte aux côtés de son cher mari, dans l'église des Saints Apôtres, en haut de la montagne Sainte-Geneviève, où elle repose encore peut-être
à quelques pas des grands hommes et femmes du Panthéon. Mais le temps de la concorde entre les deux fils survivants ne va pas durer très longtemps, car en 548, c'est une autre nouvelle qu'on apprend dans le royaume des Francs. Théodebert Ier, leur neveu et roi des territoires de l'Est, décède tout à coup à son tour. Avant ses oncles, c'est vrai, mais ça ce n'est pas si surprenant. En fait, ils sont probablement tous proches de la cinquantaine à ce stade, ce qui n'est pas jeune entre guillemets au haut Moyen Âge. Alors deux théories s'affrontent sur la disparition du roi qui a marqué sa génération. Pour Grégoire et Procope, c'est une longue maladie qui terrasse le fils de Théodoric, ce qui expliquerait le silence relatif des sources sur ces dernières années après son hyperactivité de la fin des années 30. Est-ce qu'on peut supposer que le roi a lentement perdu ses forces, mais a eu le temps par contre d'organiser proprement sa succession sur le trône? C'est tout à fait probable. Mais selon Agathias, sa mort est d'une toute autre nature. Pour cet autre chroniqueur byzantin, qui écrit quelques années plus tard, le roi est mort à la chasse, tué par un bison. Une mort tout de même plus spectaculaire pour un homme hyperactif et sans doute chasseur, comme toute sa famille, et dont le détail si particulier livré par Agathias a quand même un petit parfum de réalisme. Quoi qu'il en soit, Théodebert Ier quitte ce monde fin 548 et ne laisse derrière lui qu'un jeune adolescent, un certain Théodebald. Théodebald, un nom formé de Teude, qui signifie le peuple en vieil allemand, et de Bald, qui signifie hardi ou courageux, et qui s'est conservé dans la langue anglaise et allemande moderne d'ailleurs. Un nom qui, pour le coup, est assez mal choisi, comme on va vite le voir. Théodebald, ou Thibaut en français moderne, qui veut dire amoureux du rhum. Un Thibaut, deux Thibaut. Thibaut, donc, est probablement le fils de Deutéry. Rappelez-vous, la cagole du Languedoc. Et c'est ce petit prince de 13 ans qui, sans même dessiner un mouton, monte sur le trône. Une prise de pouvoir, bizarrement sans trop de problèmes pour le gamin, qui n'a même pas eu à esquiver les coups en douce de ses oncles. Peut-être qu'effectivement, Théodebert le Brillant avait bien préparé sa succession. Ou que les deux oncles n'avaient plus envie de s'embêter pour une guerre civile et ont préféré laisser couler en laissant la place aux gamins. Ou alors, personne n'a voulu aller se disputer pour un royaume où tu peux te faire tuer par un bison. Ouais, c'est quand même pas banal cette histoire. Aucune dispute ne nous est rapportée pour la transition de Théodebert vers Théodebald, ce qui peut être un défaut de source ou la preuve simplement que la mainmise des descendants de Clovis sur le trône commence à rentrer dans les têtes. Peut-être qu'il ne devient plus si évident que ça que de dégager un successeur considéré comme légitime, même si ce n'est qu'un adolescent dans le cas de Théodebald, mais dont le prédécesseur, Théodebert le Brillant, avait marqué les esprits comme un grand roi. Et surtout comme c'est probable, si les Leudes et les aristocrates de l'Est n'ont pas eu intérêt à aller se mettre sous le pouvoir d'un de ses oncles, à la tête d'un autre royaume, que ce soit Soissons ou Paris, où ils auraient perdu toute influence. Autant rester sous l'autorité d'un jeune leader de leur région, sur lequel ils peuvent tous exercer un minimum de contrôle et garder leur pouvoir politique ou économique en local. Clotacar le Futé laisse donc son petit-neveu prendre le trône, comme son frère Childebert, occupé pour sa part à organiser un nouveau concile en 549 à Orléans. Un grand concile, plus grand que tous les précédents d'ailleurs, au cœur de son royaume, où 9 archevêques et 41 évêques se présentent, la plupart en poste dans le royaume de Paris, même si certains sont même invités des regnums voisins. Un concile où on va réentériner ou renforcer les mêmes décisions qui ont déjà été discutées et tranchées les années précédentes. Interdiction d'avoir une vie déréglée pour les membres du clergé, interdiction de s'emparer des biens de l'Église, interdiction en tout genre pour les femmes et pour les juifs, la litanie habituelle des mêmes règles, déjà expliquées plus d'une fois dans 24 canons aussi convenus que d'habitude. Mais il y en a un canon qui tranche, une grosse décision au milieu de cette longue liste sur laquelle on peut être à peu près sûr que Childebert a dû peser. Le 10e canon du concile de 549 précise que l'élection des évêques se déroule en toute liberté, avec l'assentiment du clergé et du peuple comme toujours, et du roi. Oui, ok, mais tu ne l'avais pas dit que depuis Clovis, c'était quand même déjà plus ou moins la règle officielle qu'on avait réussi à arracher aux évêques? Il me semblait que c'était sa grande réussite
en échange de les laisser tranquilles à la tête de leur cité et de leurs fortunes respectives. Oui, c'est vrai, mais apparemment, la mesure avait encore besoin d'être réaffirmée avec trop de nominations échappant encore au contrôle royal. Sans doute parce qu'entre les extensions du royaume et les disputes politiques des dernières décennies, on en était revenu aux vieilles habitudes, où les puissants locaux avaient repris du pouvoir dans ces nominations. Une autonomie problématique pour les rois, avec des puissants capables de gérer la vie des cités, et notamment les impôts et la justice, quel que soit le comte nommé par les rois pour leur faire contrepoids. Pour les grands du regnum, l'idéal restait toujours l'indépendance totale dans le choix des évêques, sans trop d'influence d'un pouvoir royal qui devait les laisser gérer leurs terres, leurs hommes et leurs impôts. Tous les autres conciles d'ailleurs, malgré la présence des rois, avaient plutôt remis au premier plan le pouvoir décisionnaire local pour le choix des titulaires. En 533, en 535, en 38, la même rengaine. C'était le clergé et le peuple seuls qui devaient décider. Sauf que si les conciles ont dû répéter, c'est sans doute que parce que dans les faits, ces belles théories n'avaient jamais marché et que le pouvoir royal se mêlait sans cesse de la question. Et devant ces ingérences répétées, les évêques se sont donc fait une raison au concile d'Orléans en 549, où on comprit que les temps avaient changé et qu'ils ne pouvaient plus esquiver le problème. Les évêques ont donc fini par concéder officiellement au roi Childebert ce qu'il voulait le plus, c'est-à-dire un rôle de ratification du choix du clergé et du peuple dans l'élection. Ces hommes se sont probablement dit que plutôt que de passer pour des faibles en tolérant un abus impossible à éradiquer, autant faire semblant d'être d'accord et de le valider comme une règle. Une mesure d'apaisement donc pour continuer leur mission d'évangélisation comme leur mission de service public dans leur cité en s'occupant des pauvres, de la justice ou de la sécurité. Ou le prix à payer pour continuer leurs petites affaires en s'asseyant sur les principes de séparation des pouvoirs et des rôles de chacun pourtant fermement défendus par les Saint-Hilaire et les Saint-Martin du IVe siècle. À chacun de voir. C'est peut-être ça, la grande victoire des rois francs et de Childebert le Brouillon. Notre homme n'a peut-être pas brillé par une politique cohérente avec sa famille ou ses guerres d'annexion, mais il a réussi à imposer, pendant la décennie la plus calme du VIe siècle, que l'homme à qui tout le monde devait un peu rendre des comptes dans le regnum, c'était bien le roi, et pas celui du ciel. Dans la longue partie d'échecs qui a commencé dès Clovis et Rémy, et peut-être même avant, Childebert a remporté un point décisif contre les évêques et les pouvoirs locaux. Pas de les détruire, non, car le regnum n'a jamais été et ne sera jamais un État centralisé et piloté depuis la base de Soissons, de Paris, mais simplement de les organiser pour mettre le roi au centre de la partie et ainsi maintenir l'équilibre dans le royaume pour son plus grand profit. Désormais, Childebert et les autres conservent non seulement le contrôle de la force armée, mais ils sont aussi les vrais patrons de ce qui reste de l'État impérial, et de plus en plus, ils s'imposent comme les vrais gardiens du monde ecclésiastique. Une prise de contrôle de toute la légitimité possible, qu'elle soit militaire, administrative ou religieuse, pour Childebert et toute la famille mérovingienne, qui va leur garantir le pouvoir pour les 2 siècles suivants. Une belle réussite donc pour le roi de Paris vieillissant, qui, à bientôt 50 ans, même s'il n'a pas de fils, même s'il n'a pas gagné de grandes batailles, et même s'il n'a toujours pas de Rolex, n'a tout de même pas totalement raté son règne. Merci d'avoir écouté l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet et à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com.